toutes et à tous. Je suis ravi d'être à Grenoble, loin de la mer, mais en même temps dans une ville qui a des liens avec la mer que peut-être bon nombre d'entre vous ignorent, et qui seront peut-être à l'occasion d'être remémorés pendant ces fêtes qui sont les 400 ans de la marine, puisqu'il y aura des événements à Grenoble pour les 400 ans de la marine au mois de mai-juin, des événements à destination de la jeunesse et des territoires pour vous faire comprendre un petit peu tous ces liens, parce qu'en fait il n'y aura pas de marine sans qu'il y ait une nation française qui pousse derrière, et la nation française c'est toute la France. Donc il y a plein de gens qui viennent de Grenoble, il y a plein de liens avec cette ville, notamment en ce moment dans le monde sous-marin, très fort avec l'université de Grenoble qui développe un partenariat spécial avec Naval Group sur toute l'acoustique sous-marine, voilà, par exemple. Donc on va parler un petit peu d'enjeux maritimes, parce que les enjeux maritimes et les enjeux de défense sont au cœur de la stratégie de défense mise en place par la France. Donc je vais d'abord évoquer ce sujet-là, et puis ensuite on va déployer tout ça jusqu'à parler un peu de la marine et de ces enjeux qui lui sont propres. Pour beaucoup de Français, la France, c'est ça. Dans la réalité, souvent on présente un peu plus, normalement dans les manuels scolaires, en rajoutant les territoires d'outre-mer et les zones économiques exclusives. Ça fait quand même déjà beaucoup plus de tâches sur la carte. Et quand on les juxtapose avec une carte un peu ancienne, mais certains des enjeux maritimes, on s'aperçoit que oui, on est en contact de plein d'enjeux potentiels par ces biais-là. Alors cette carte essaye de synthétiser un certain nombre des enjeux, pas tous, loin de là. Notamment les enjeux qui sont liés à des phénomènes de crise. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux de trafic commercial, bien sûr, on en parlera. Les grandes routes commerciales sont indiquées en rouge. On verra que ces notions-là sont peut-être un petit peu différentes de celles aussi simples que celles qui apparaissent sur cette carte. Vous avez des zones très intéressantes qui sont inscrites en mauve, les zones de narcotrafic, des zones de piraterie, de pêche illégale, voilà. Et donc, et vous avez également des représentations des câbles sous-marins et des zones de forte migration. Donc cette carte permet d'avoir une vue d'ensemble et de voir que le paysage est très complexe et que c'est dans ce paysage-là que va devoir se déployer la marine. Donc on va faire un petit focus sur chacun de ces enjeux pour bien vous faire toucher du doigt leur dimension. Cette diapositive représente plusieurs de ces enjeux. Le premier, c'est l'essor du commerce maritime mondial. Aujourd'hui, il faut que 90% des marchandises qui circulent dans le monde circulent par la mer. Tout ce que vous consommez passe par la mer, pratiquement 90%. C'est gigantesque. Et cette croissance du commerce maritime, elle est exponentielle. Vous avez ici des chiffres en millions de tonnes de marchandises. Vous voyez, dans les années 70, on était à 2000 millions, 2600 millions de tonnes. Vous voyez que la croissance, elle est inscrite ici. Vous avez en 2021 10 900 000 tonnes de marchandises. Et en 2024, en moins de 3 ans, vous voyez, on est encore 12 292 000 millions de tonnes. C'est considérable. Tout le commerce passe par là. J'irai même plus loin, on le verra tout à l'heure, avec les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, c'est 99% de l'information au monde qui passe par ces câbles sous-marins. Voilà. Sachant qu'il n'y en a que 500. Donc c'est très vulnérable. Et en même temps, c'est très redondé. Parce qu'il y en a quand même 500. Il faudrait couper les 500 pour qu'il n'y ait plus d'Internet. Autre enjeu important, évidemment, ces richesses, elles provoquent des envies de gens qui les voient passer devant leurs côtes. Vous imaginez bien que le Somalien qui voit passer un porte-conteneur qui contient en son sein des millions d'euros en fait, de marchandises, il n'a qu'une envie, c'est d'aller se servir. Et donc il y a une augmentation en effet de la piraterie dans le temps. Alors ces derniers temps,
elle a eu tendance à décroître parce qu'on a mis en place des moyens de lutte, mais on avait atteint dans les années 2011 plus de 668 cas d'actes de piraterie recensés en une année. Alors on est retombé aux alentours des 295 actes de piraterie, de barbarie, avec beaucoup moins d'actes de piraterie en mer d'ailleurs, parce que ce chiffre-là cumule ce qui se passe à terre. Donc tout ça pour vous faire comprendre et prendre conscience que la piraterie existe encore aujourd'hui et elle est très développée. Et elle est essentiellement le fait de zones, de petites tribus, si vous voulez, ou de gens qui voient passer des grandes richesses devant leurs côtes et qui sont dans des zones où l'État, d'une manière générale, quel qu'il soit, est peu développé et ce qu'on appelle un État failli. Autre problématique que la drogue. Alors, des chiffres très inquiétants en fait. Vous avez ici l'évolution du trafic, des saisies. Ce n'est pas l'évolution du trafic, on suppose que l'évolution du trafic évolue à peu près en même temps que les saisies, parce qu'on a du mal à croire qu'on soit beaucoup plus performant d'année en année. Donc on pense que c'est en train d'exploser. Alors ce graphique représente simplement quelques pays d'Europe, Belgique, Italie, France, Pays-Bas, Espagne. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la France était relativement épargnée, avec 13,2 millions de tonnes en 2020 de saisies. Elle était relativement épargnée parce que finalement on n'était pas si mauvais que ça dans les interceptions, d'une part, mais surtout on n'était pas un pays très visé, on était très visé par tout ce qui était consommation de drogue type herbe, pas tellement par la cocaïne ou par l'héroïne. Ça a complètement changé. En 2023, on est passé à 27 tonnes. En 2024, l'interception de cocaïne, c'était 53,5 en France. Il y a une explosion. Et on sait pourquoi. On a été réellement ciblé, on a des interceptions de radio, de communication téléphonique, radio, etc., qui nous ont fait anticiper cette arrivée massive de drogue, parce qu'en fait, il y a une surproduction de drogue en Amérique du Sud. Cette surproduction a besoin de s'étaler, elle a entraîné une baisse des prix de la drogue d'une manière générale, et ils inondent le marché, et on est particulièrement visé. On est particulièrement visé en plus parce que notre État est considéré comme étant fragile en ce moment. Voilà. C'est aussi une des raisons qui explique pourquoi on est autant visé. Autre chiffre intéressant, les chiffres de la migration en Méditerranée. Alors moi je parle que de migration maritime, ces chiffres-là ne parlent que de ça. Ils étaient très élevés. La Méditerranée a été un flux de population très important. En 2015, vous voyez, les chiffres étaient très forts. Ils ont nettement diminué. Alors on est toujours assez élevé, 190 000 personnes ont franchi la Méditerranée pour venir, pas uniquement en France, très peu en France finalement, par la Méditerranée. Ils vont d'abord en Italie, ils vont d'abord en Espagne, d'abord en Grèce. Après, ils peuvent venir chez nous, ça oui, par le biais de la terre, mais nos côtes sont plutôt très préservées. Voilà. La marine française est plutôt très efficace. Ce qui est moins le cas, peut-être, des marines espagnoles et surtout de la marine italienne. Vraiment, à ce que vous pouvez croire, autant la politique est forte à terre en Italie, autant vis-à-vis de la marine, ils ont des difficultés à arrêter les vagues migratoires. Il faut dire que la proximité ne les aide pas. Voilà. Autre sujet intéressant, on va changer de perspective. Là, on a parlé de gros chiffres qui concernent la population, qui concernent le trafic. Les sujets environnementaux. Les sujets environnementaux sont des vrais sujets pour la Marine nationale. Typiquement, il y a de la pollution plastique. Depuis les années 50, on ne cesse de consommer du plastique. Ce plastique finit par se retrouver en mer. Et on a, par le biais des courants marins, des zones de concentration de plastique, avec presque, c'est pas des îles, mais c'est des zones avec une très très forte concentration de plastique qui se dégradent lentement mais sûrement et qui polluent également la faune. Voilà. Alors on a donc les zones, ça s'appelle des vortex. Il y en a en Atlantique Sud, en Atlantique Nord, en océan Indien, en Pacifique. Tous les océans sont concernés par ce qu'on appelle
le 7e continent. Parce que de plus en plus, la densité est importante. C'est un vrai sujet. Alors, on a commencé à essayer de nettoyer, mais c'est très difficile. Il y a des navires qui ont été déployés pour faire ça. On nettoie, on ramasse les gros plastiques. Mais quand ça commence à se décomposer et que c'est tout petit, ben, on n'y arrive plus. Et ça, c'est un vrai sujet. Autre sujet environnemental, le réchauffement climatique est une réalité. La température moyenne de la Terre monte avec des phénomènes aléatoires, très brutaux et qu'on ne mesure pas bien et qu'on ne sait pas encore totalement interpréter. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Le canal de Panama a dû être arrêté pendant plus de 3 semaines à cause d'une sécheresse. C'est quelque chose de considérable, parce que quand vous fermez un canal aussi important que le canal de Panama, eh bien, alors ça se voit sur cette courbe où vous avez une chute brutale en 2023 en nombre de navires passants. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça enchérit le coût des matières, parce que le délai de transit augmente. Quand le canal de Suez est fermé parce qu'il y a un accident d'un porte-conteneur qui se met en travers, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, eh bien oui, les navires sont obligés de faire le tour, passer par la Corne de l'Afrique. Ça augmente en plus de ça le risque de piraterie, mais parce qu'ils passent dans 2 grandes zones de piraterie, et en plus de ça, ça augmente le coût des matières parce qu'on augmente de 3 semaines le délai de transport. Ce qui provoque de l'inflation. Et en fait, vous le payez naturellement. Donc c'est un vrai sujet qui nous concerne également. Il y a également l'enjeu des abysses. Alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était... ça fait des années qu'on parle d'exploitation des mers, notamment des nodules polymétalliques. Voilà. Dans la réalité, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Pour autant, des pays commencent à poser des demandes auprès des Nations Unies, parce que c'est une zone qui aujourd'hui est gérée par les Nations Unies au même titre que l'Antarctique, pour aller exploiter le fond des mers. Avec des grosses questions. Parce que, alors qu'est-ce que c'est que le fond des mers? Vous voyez, c'est ça. Ça, ce sont des nodules polymétalliques. C'est ça, ça se présente comme ça, c'est le genre de patates, de concrétion qui ont mis des millions d'années à se former, qui ont accumulé des métaux très riches, et donc l'avantage de ça, c'est que le taux d'enrichissement, si vous voulez, il est 15 à 20 fois supérieur au taux d'enrichissement des plus belles mines à terre. Donc c'est très tentant d'aller les chercher. C'est très compliqué, parce qu'on les trouve par 6000 mètres de fond. Hein, oui, c'est ici. Il y a aussi des bouches sulfurées, alors, qui produisent, certes du soufre, mais qui aussi concentrent des métaux. Et puis, on trouve aussi des encroûtements cobaltifères qui sont aussi très intéressants d'un point de vue minier. Et ils sont d'autant plus intéressants que la plupart des métaux qui sont concernés dans ces encroûtements, etc., sont utiles pour la transition écologique. C'est-à-dire utiles pour produire de l'électricité. Et donc, même les écologistes veulent, peut-être certains, en tout cas, disent que c'est peut-être la solution. Mais en fait, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas non plus quel rôle ils ont dans le piège du carbone. Parce qu'en fait, les océans est le principal piège à carbone existant au monde. Plus de 2/3 du carbone est stocké au sein des océans. Et donc c'est un vrai sujet pour nous de savoir qu'est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et quand on est très peu connaisseur du fond des mers, comme on l'est aujourd'hui, parce qu'en fait, on le verra plus tard, mais aujourd'hui, les abysses, c'est 84% de la surface des océans. C'est considérable, en fait, par rapport au fond marin. En fait, on se rend compte qu'on n'en connaît même pas 5%, 5-10%. Et encore, quand je dis connaître, c'est simplement par sondage. Parce qu'on imagine que c'est pareil autour. Dans la réalité, on a été sondé que quelques fois à ces profondeurs-là. Et donc, elles sont très très mal connues. Et on pensait pendant des années d'ailleurs qu'il n'y avait rien au fond des mers, si ce n'est pas de vie, si ce n'est
quelques animaux qui pouvaient y aller de temps en temps, très profond. Et bien on s'est trompé. Dans la réalité, il y a énormément de vie au fond des mers. On pense qu'il y a plus de 2 millions d'espèces inconnues, soit 1/5 de la faune mondiale au fond des abysses. Alors ce n'est pas des gros mammifères, c'est parfois des tout petits, avec des manières de vivre qui sont extraordinaires, qui ne sont pas liées à l'oxygène, qui ne sont pas liées à la lumière, qui sont liées à des échanges chimiques, des ADN différents de ceux qu'on maîtrisait. Et d'ailleurs, ça ouvre des possibilités de nouveaux médicaments. Donc, est-ce qu'on y va pour aller aussi exploiter cette faune? C'est des vraies questions qu'on ne maîtrise pas et pour lesquelles il faut accroître notre connaissance. Donc ici, vous avez des cartes qui vous présentent en effet toutes ces zones d'intérêt. Elles sont généralement sur les dorsales médio-océaniques, mais elles sont aussi dans les grandes plaines abyssales et elles sont aussi dans les zones où il y a des zones de subduction. Donc là, on a parlé d'enjeux à l'échelle planétaire, pour la plupart, ou à l'échelle humaine, mais il y a aussi des enjeux très locaux, en fait, dans le monde de la mer. Je vous donnerai un exemple de la côte du sud-ouest, parce que c'est celle d'où je viens et je me sens particulièrement concerné. Mais typiquement, bah oui, il y a de l'érosion côtière. C'est-à-dire que les tempêtes abîment, creusent, le niveau de l'océan monte. C'est vrai, c'est une réalité, il monte lentement. Il faudra des années pour que l'Antarctique fonde, en imaginant qu'il fonde, il faudrait plus de 200 ans. Vous voyez, et encore, le niveau de l'eau ne montera que par la glace qui se trouve sur les terres, pas par la glace en mer. Parce que celle-là, elle agit déjà sur l'océan. En revanche, l'augmentation de la température, lui, de la Terre, d'une manière générale, augmente la température des océans et du coup dilate les océans. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la montée des eaux, qui se fait lentement, environ moins d'1 centimètre par an, c'est vraiment très très lent. Eh bien, cette montée-là, elle est essentiellement due à la dilatation de l'océan, plus qu'au réchauffement climatique. Mais elle est bien réelle. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a une augmentation des phénomènes climatiques violents en ce moment. On ne sait pas l'expliquer, on n'a pas un lien direct, aujourd'hui clairement établi scientifiquement, avec le dérèglement, enfin avec l'augmentation du CO2, et le lien il est ténu. On pense qu'il y a bien un lien. Mais par contre, il est réel. L'augmentation des phénomènes climatiques est réelle. Il y en avait eu un aussi à la fin du 19e siècle. Qui avait, pendant 10 ans, on avait eu la côte reculée, dans la zone ici, là, la côte reculée de près de 1 km en moins de 10 ans. C'est considérable, 1 km. Et donc, en effet, quand vous faites une prévision des zones d'érosion, bah, vous voyez qu'il y a des zones qui vont être très, très rongées dans la fosse atlantique. Et c'est des zones où il y a beaucoup de personnes qui vivent. Quand vous regardez le bassin d'Arcachon, chance qu'il n'ait plus du tout la même forme dans 20 ans ou 30 ans. C'est des choses qu'aujourd'hui on commence à mesurer. Alors on va lutter contre, et donc on va essayer de lutter contre les éléments. Je ne sais pas si ça va arriver. Autre enjeu, bah oui, production énergétique. Il faut qu'on produise plus d'énergie si on veut produire de l'électricité. L'homme consomme de plus en plus. Même s'il continue à produire du CO2 presque autant qu'avant, il consomme de plus en plus d'énergie. Ça consomme, mais bien plus que ça, les voitures électriques consomment. Enfin, voilà. Et donc, il va falloir produire de l'énergie électrique. Donc, on va modifier nos paysages de façon conséquente. Voilà, avec des problématiques à traiter, notamment vis-à-vis de la pêche, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, les câbles sous-marins, c'est pas que les câbles de transmission Internet, c'est aussi les câbles électriques, et on en pose entre Bordeaux et l'Espagne. Donc des enjeux importants dans nos propres zones très très proches de nos côtes. Des enjeux industriels. Les ports sont les principales zones industrielles de ces villes. Et c'est là où il y a les usines, c'est là où on fait les échanges, c'est là où, avec énormément d'enjeux aussi de transit,
puisque c'est l'endroit où se fait la rupture entre la mer et la terre. Donc, est-ce qu'on développe le ferré? Est-ce qu'on développe le camion? Aujourd'hui, il y a plus de porte-conteneurs, enfin, la plupart des porte-conteneurs viennent en Belgique, et vous voyez des camions qui partent de Belgique, qui descendent en Espagne et qui passent devant le port de Bordeaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cohérent? Donc, il y a des enjeux importants de ce point de vue-là, avec des politiques qui sont complexes à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne, à mettre en place. Évidemment, tout ça, c'est le monde civil, on va dire, mais il impacte le monde militaire. C'est pour ça que j'en parle, et on va voir à quel point il l'impacte. La mer est un lieu de compétition. Vous avez ici deux photos. Ça, c'est en 2022 le lancement du porte-avions Fujian en Chine, et ça, c'est le lancement du porte-avions Vikrant en Inde. Les deux en 2022. Et ça, c'est une courbe qui présente, alors attention à l'échelle, on commence à 200, je préfère le préciser, et on monte à 475. Voilà. C'est le nombre de bateaux de premier rang de la marine américaine et de la marine chinoise. Le mois dernier, la Chine a sorti autant de bateaux de ses ports que la marine française n'en a. En un mois. Ça, la réalité. Il y a une envie, manifestement, il y a un réarmement naval mondial qui s'exerce en ce moment. Et il s'exerce essentiellement en Asie et pas beaucoup dans l'Occident. Voilà. Et ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Donc si on regarde de près, eh bien oui, depuis 2015, la marine chinoise est la première marine en tonnage, la première marine mondiale en tonnage, devant les États-Unis, depuis 2015. Et elle aura 2 fois plus de navires de premier rang que la marine américaine à l'horizon 2030. Et ça, c'est écrit, ça ne changera pas. Parce que vu les délais de construction des bateaux, ça ne changera pas. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il en sera plus tard? Ça, je le sais. Donc, ça, on est dans un lieu de réarmement naval, un lieu de compétition sur ce sujet. Une autre illustration. Ici, c'est une carte d'un extrait AIS instantané. L'AIS, c'est un système qui permet de localiser les bateaux, un peu comme les avions peuvent être suivis par des transpondeurs. Vous aviez vu les cartes de navires commerciaux avec les jolis rails que je vous avais présentés au début, là. En fait, c'est pas du tout comme ça. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe et que là-dedans, il y a énormément de compétition de navires de commerce et que pour retrouver ces petits, c'est difficile. Autre sujet de compétition, vous avez ici une carte qui représente les routes de la soie. Discours de M. Xi Jinping en 2013. 2013. Il annonce qu'il va lancer les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Ça, c'est clairement un objet d'expansion, de compétition. Il vient chez nous appeler son commerce. En 2013, les choses étaient dites. Ça, c'est la vision russe du partage de l'Arctique. Les Russes ont dit, nous, ça c'est à nous. C'est une vision vue du Nord, hein. Vous avez les États-Unis, le Canada, avec des enjeux puisque le réchauffement climatique étant là, on voit en effet de plus en plus de possibilités de passer par les routes du Nord. C'est une réalité, ça va raccourcir les trajets. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle route de la soie qui est celle de l'Arctique, qui a d'ailleurs été exploitée par la Chine maintenant, puis ils ont mis des navires avec capacité de glace. Depuis pas très longtemps, hein, ça fait 2 ans. Et donc, ça c'est aussi un enjeu de compétition, il y a un très fort enjeu de compétition dans les pôles. On a vu les Russes aller, il y a quelques temps, dans les années 2014 ou 2015, aller planter avec un sous-marin un petit drapeau à cet endroit-là en disant je revendique tel endroit. C'est une revendication qui est unilatérale, qui n'est pas du tout reconnue ni par les Nations Unies. D'ailleurs, elle ne correspond pas à la Convention de Montego Bay. D'ailleurs, ils n'ont pas signé. Voilà. Mais les Américains non plus. Voilà.
fait, il y a 2 nations qui n'ont pas signé la convention majeure, qui n'ont pas signé la convention de Montego Bay. C'est l'URSS, enfin la Russie maintenant, et les États-Unis. La Chine l'a signé. Autre sujet de compétition, ben, c'est la compétition en interne. Des éoliennes ou des pêcheurs? En fait, quand on additionne la totalité du besoin en éolien de la France pour remplir les objectifs avec les technologies actuelles, je ne parle pas avec les technologies futures, il n'est pas impossible qu'on soit obligé de couvrir presque 50% de notre littoral d'éoliennes. Là où on peut les mettre. Et donc, que vont devenir nos pêcheurs? Est-ce qu'on va continuer à faire de la pêche? Alors, vous me direz, ça tombe bien, les éoliennes permettent aussi, par le biais des ancrages, de favoriser le repeuplement des poissons, parce que ça crée des dispositifs de concentration de poissons. Mais pendant les travaux, ce n'est pas le cas, hein, ça les fait fuir. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut repeupler derrière, ça veut dire plein de choses. Et donc il va falloir concilier. Donc il y a ce qu'on appelle de la conciliation des usages à faire en mer. Parce que tout le monde ne peut pas avoir tout, c'est la part du gâteau. On passe très vite de la compétition à la contestation. La contestation, c'est quand on fait quelque chose qui finalement n'est pas légal, ou quand on conteste le droit de l'autre sur des objets ou des choses. Typiquement, les sous-marins russes, oui, ils passent devant nos côtes. C'est vrai, on le sait, d'ailleurs on les suit. Ils ne nous échappent pas. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Mais c'est une manière de nous contester. Autre moyen de contestation, vous avez ici c'est pris dans la presse. Hein. Si vous lisez la presse avec attention, vous focalisez un petit peu sur ces enjeux-là, vous allez tous trouver. Voilà, ça c'est une razzia, c'est une flotte chinoise de pêcheurs. Mais c'est en mer d'Arabie. D'accord? Ils sont venus en mer d'Arabie pêcher le calmar. Ça représente ça. Donc évidemment, il ne reste pas beaucoup de calmar après. Ce qui pose problème, c'est que ça c'était il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, ils étaient en Méditerranée. Donc vous voyez, en fait, ils n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes scrupules que nous, peut-être. Et donc qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors, il y a des pays qui peuvent se défendre. Paradoxalement, clairement, la France est un pays qui se défend très fortement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pêche, voire quasiment pas de pêche illégale dans nos zones économiques exclusives. À chaque fois, ils ne viennent pas, ils ont peur. Par contre, à côté, ils y vont, et ils y vont fort. Et ça nous pose problème, parce que finalement, les poissons, ils ne reconnaissent pas les zones économiques, il n'y a pas de frontières pour le poisson. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Contestation, la contestation vis-à-vis des zones, justement. Tout le monde n'a pas les mêmes représentations du monde. Et les zones économiques exclusives ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les Chinois revendiquent toute la mer de Chine. Toute la mer de Chine est à eux. Que les Taïwanais ne sont pas d'accord. Ils vont me dire Taïwan, c'est peut-être la Chine, ça se réglera peut-être même plus vite qu'on le croit, qu'on l'espère. Mais les Philippines, la Malaisie, tout ça, les Vietnamiens, ils ne sont pas d'accord avec la vision chinoise. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ne veulent pas retomber sous le joug qu'ils avaient de l'Empire de Chine. C'est très clair. Alors ça va très loin. Ça va jusqu'à transformer des îles. Voilà, ça, c'est une île qui se trouve au milieu des Spratleys, donc là, par là, revendiquée par la Chine. Cette île ne sortait jamais, enfin cette île, c'est au fond, ne sortait jamais, n'était jamais émergée. Et puis les Chinois ont dit c'est à nous. Et puis tiens, on va commencer à déverser du sable, de la terre. Et donc on va rehausser, puis là c'est mis à émerger. Puis après on a construit un aéroport, puis après on construit des bâtiments et on en fait une base. C'est ce qu'ils ont fait. Et comme on a fait une base et qu'elle est chinoise, on peut revendiquer encore plus loin autour. Puisque c'est le principe de 12 nautiques, puis etc. Mais c'est pas les seuls à faire. Hein. Les Indiens ont fait la même chose aux Maldives. Du moins ils ont essayé. Et puis le gouvernement des Maldives, avec l'appui de l'aide internationale, a dit non. Alors il l'a dit un peu tard, parce que les Indiens, ils avaient quand même construit l'aéroport.
C'est une manière aussi peut-être pour les gens des Maldives de récupérer un aéroport gratuitement. Mais voilà. Et donc, il y a de la contestation, clairement, partout dans le monde. Une contestation qui, en plus de ça, prend un caractère très particulier, qui est très hybride. L'hybridité, c'est quoi? C'est être en dessous du seuil de la loi, ou ne pas se faire reconnaître, passer, comment dire, indiscret. C'est pas moi, c'est l'autre. Typiquement, oui, hein, c'est les actions sur les gazoducs. Celle-là est connue. En plus de ça, on n'est même pas sûr que ce soit les Russes, les Ukrainiens. Compliqué. De toute façon, ce que ça vous montre, c'est qu'il y a une vraie difficulté à attribuer le problématique de l'hybridité, c'est la problématique de l'attribution de l'acte. Ce sont des actes qui sont faits sans être annoncés. Évidemment, ça arrive, c'est Nord Stream 2, hein, ça pourrait arriver n'importe où, parce qu'en fait, quand vous regardez les gazoducs, il y en a partout qui vont en mer, entre la Méditerranée et l'Europe, en mer du Nord, en mer Baltique, en mer Noire. Enfin bon, il y a ce qu'il faut. Les câbles sous-marins. Petite anecdote, je vais vous raconter deux petits trucs. Donc ça, c'est cette photo-là. C'est prise par un matériel français qui vient inspecter un câble sous-marin qui a été cassé. Alors là, on a des gros doutes parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on a vu un pétrolier chinois s'annoncer comme ayant un problème technique au large du rail d'Ouessant. Évidemment, c'est un rail qui est très surveillé en France depuis les années 70, depuis qu'il y a eu quelques petites marées noires. Voilà. Donc, on y fait très attention. Il s'annonce avec un petit problème technique. Et puis, au radar, assez surpris, les gens du Cross Corset, parce qu'on a des moyens quand même, se rendent compte que le bateau, l'écho, avance et recule. Alors ça, c'est pas très normal pour un bateau qui aurait des problèmes techniques et qui serait à la dérive. Il dérive toujours dans le même sens avec le courant. Donc on décide d'aller voir de plus près, on fait décoller un hélicoptère. Et puis quand l'hélicoptère arrive sur zone, on s'aperçoit que le bateau est en train de remonter une ancre et que sur son ancre, il y a quelques objets, et puis après, on ne les voit plus. Et là, dans la foulée, on reçoit un appel des Anglais qui nous disent on a un problème avec notre câble, là, sous-marin, il est peut-être coupé. Ah, il est coupé, mais où? C'est à l'endroit où était le bateau. Donc il n'a peut-être pas fait exprès de couper le câble sous-marin avec son ancre. Voilà, peut-être pas. Ou peut-être. Et toujours est-il que ça s'est reproduit, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Alors il faut faire attention parce qu'on ne peut pas non plus tout attribuer tout et n'importe quoi, parce qu'il s'est passé la même chose il n'y a pas très longtemps au large de la Corne de l'Afrique sur 3 câbles et c'était pas des bateaux. Manifestement, il y en a 2, c'est sûr, c'est pas des bateaux, c'est lié à des mouvements sous-marins qui sont possibles, où il peut y avoir des dégradations. Il y en a un, ça peut être un bateau, mais si c'est un bateau, c'est sans doute involontaire. Donc c'est pour ça que l'attribution est quelque chose de très complexe. Voilà, tout comme c'est complexe, ça c'est la fameuse photo, c'est très récent, vous avez tous entendu parler la fameuse flotte fantôme russe. Donc c'est une réalité, enfin il y a plein de navires qui naviguent avec des identités douteuses, voire fausses. Quand vous avez vu le trafic qu'on avait tout à l'heure sur la carte, ça existe, on le sait. D'ailleurs, on mène des opérations sur certains de ces navires. D'ailleurs, il y a peut-être même des navires qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Et finalement, s'ils coulent, personne n'est au courant. Et ce n'est pas les trafiquants qui vont se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des opérations secrètes. C'est envisageable. Donc, ce navire, flotte fantôme russe, était en effet probablement à l'origine de départ de drones, parce que c'est facile de faire décoller des drones depuis des navires comme ça. Et donc, on a mené une enquête de pavillon. Voilà. Donc, on se sert du droit international. La France sait faire ça, parce qu'en fait, on verra plus tard, mais la France elle a quelques spécificités dans le cas de Saint-Marin. Et puis, on va très logiquement de la contestation, après la compétition à la contestation, on va à l'affrontement, et il y en a en mer. Alors, je vous présente la liste des 2 dernières années, enfin, c'est la liste.
pas exhaustif du tout, c'est que quelques petits exemples. La frégate française Languedoc qui détruit 2 drones avec ses missiles, ou avec ses mitrailleuses depuis les hélicoptères, voire avec de ses mitrailleuses ou ses canons depuis sa coque, hein, directement. Donc on a des actions fortes aujourd'hui avec la mise en œuvre de munitions importantes, et donc on consomme des munitions presque tous les jours. La menace, elle est extrêmement élevée. Et d'ailleurs, la Russie est ciblée par des drones, donc il y a bien de la guerre. Voilà, les rebelles Houthis qui utilisent des drones sous-marins, les frégates Alsace qui doivent porter assistance à un pétrolier à la mairie de l'océan Indien, j'en passe, et des meilleurs. L'espace d'affrontement bien connu, alors le détroit d'Ormuz, l'Iran a-t-elle un... Voilà, ça c'est exactement un navire de commerce iranien avec des essais de drones dessus. Donc très vite, vous voyez ce qu'on peut faire. On a des photos comme ça, hein. C'est pas... Voilà. Et puis, ils sont capables de saisir des navires, eux aussi. C'est-à-dire que ce que nous, on fait en termes de droit international, ils ont des droits aussi, donc ils vont l'utiliser de la même façon. Quelques exemples récents, 2025, hein, ça c'est 2025, ça c'est 2025. Voilà. Donc ça se traduit, c'est physique. On n'est plus dans le... On ne joue pas là. C'est du réel. Le bateau, le Rubimar, coulé le 2 mars à Bab-el-Mandeb. Voilà. Ici, une vue aérienne d'un porte-conteneur en flammes, mais enfin il s'est fait frapper par un missile. Hein. Pas par un drone. C'est la même chose pour un missile. Pour autant, les rebelles Houthis, aujourd'hui, ça c'est, je l'ai mis à jour, je suis sympa hein, quand même, là, eh bien ils viennent de dire qu'ils allaient cesser leurs attaques en mer Rouge. Ça va nous soulager parce que là, ça fait 3 ans que tous les jours, il y a un bateau français dans la zone à protéger les bateaux de commerce. On va essayer de les protéger. Et ils protègent bien sûr, prioritairement, les bateaux qui nous intéressent. On ne va pas se m'amuser à protéger n'importe qui. Hein. Voilà. Surtout quand ce n'est pas des animaux. Exemple de ce que ça provoque, il y a moins de bateaux qui passent, il y a plus de bateaux qui passent par le canal de Bonne-Espérance et moins qui passent par le canal de Suez. Et donc, baisse d'argent pour les Égyptiens, certes, mais surtout renchérissement des coûts. Et donc, participation à l'inflation. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce panorama, qui est assez riche, quelques chiffres. 71% de la planète est couverte par les océans. Et on a vu les autres chiffres. Et la France, dans ce domaine-là, elle possède le deuxième domaine maritime mondial. Le premier, c'est les États-Unis, le deuxième, c'est la France. Ça signifie qu'on a d'abord une responsabilité qui est très élevée sur tout ce qui se passe. Et un rôle très important, et un espace énorme à défendre. Ça implique tout ça. Avec, on l'a vu, des enjeux politiques, économiques, militaires, juridiques et écologiques. La mer aujourd'hui, 90% du commerce mondial. Ça fait x2 en 20 ans, plus 30% depuis 10 ans. 99% des télécommunications, 70% de la population qui vit à moins de 100 km des côtes. C'est-à-dire que la population mondiale vit pratiquement, dans sa grande majorité, près des côtes, près de la mer. À Grenoble, vous êtes un petit peu plus loin, mais pas si loin que ça. Vous avez déjà fait tracer en direct la ligne directe de Grenoble à la Méditerranée? Je vous invite à le faire. Regardez. Si quelqu'un peut le faire, là, tout de suite, là. Plus de 2 millions d'espèces à découvrir, on l'a dit. À peine 10%, même c'est moins que ça en fait. 10% des fonds marins sur les richesses énergétiques, le rôle dans le réchauffement climatique, tout ça c'est vrai. Et donc la mer, ce qu'il faut retenir, c'est les enjeux de la mer, je parle pas des enjeux de la marine, évidemment ils vont se traduire sur les enjeux de la marine, c'est un espace de liberté et de manœuvre, parce qu'en mer on circule librement. C'est même un des fondements que défend la France. La France, depuis 1850,
allié du Royaume-Uni, défend le concept de liberté des mers. Et donc, la mer n'appartient à personne, sauf la frange littorale. Et après, on est par contre tenu d'un certain nombre de règles internationales. Mais c'est la liberté qui compte en premier. Ça ne veut pas dire que quand c'est libre, il faut laisser faire tout et n'importe quoi. Au contraire, il faut maîtriser, et qui dit maîtriser, dit occuper la mer. Ça veut dire y être présent. Si vous n'êtes pas présent, ce qui n'est pas protégé est rapidement pillé. Mais c'est vrai à terre aussi, il n'y a pas de nouveauté. Si vous ne protégez pas votre magasin, eh ben, vous allez vous retrouver avec un pavé d'un manifestant à l'intérieur, qui va venir ensuite prendre les lunettes qui s'y trouvent. On a beau, il va falloir se défendre. C'est un lieu de passage et d'échange. Et c'est pour ça qu'on prévoit la liberté des mers et qu'on la veut. Parce que l'échange, ça reste l'enrichissement. Donc il faut sauvegarder et sécuriser ce lieu-là. Il y a un espace de richesse et de prospérité à défendre. Alors, la marine, de ce point de vue-là, la marine française, on a beaucoup de chance parce qu'elle a été plutôt bien construite. Elle est surtout très bien organisée. Elle a des missions qui sont bien claires et ce n'est pas le cas de toutes les marines, loin de là, lorsqu'on discute avec les gens. Donc je vais balayer très rapidement les missions, parce que pour faire tout ça, il faut connaître et anticiper, c'est-à-dire qu'il faut mieux connaître la mer. Et donc pour connaître la mer, il faut y aller, il faut y être. Et c'est ce que fait la marine française depuis pas mal de temps. Et donc on est l'une des nations qui connaît peut-être le mieux la mer. Contrairement à ce que les gens disent, la marine française, qui a plus de 400 ans, elle connaît très très bien la mer et elle y est aujourd'hui extrêmement présente. Il n'y a que 2 marines occidentales présentes sur toutes les mers du monde en ce moment. La marine américaine et la marine française. C'est les 2 seuls. Et ça fait un petit moment que ça dure, alors que la France n'est pas très forte en fait. C'est un petit pays la France. Mais on est une grande puissance maritime. Donc il faut connaître et anticiper. Donc ça veut dire être présent, faire plein de mesures, avoir des grands bâtiments de recherche océanique, s'appuyer sur le monde civil. Il y a une forte relation entre le monde civil maritime et la marine nationale. Prévenir les crises en étant présent, en développant des partenariats, en montrant et en développant voilà, plein de choses. Protéger, évidemment, on protège les Français, ça vous le savez. Alors ça veut dire quoi protéger? C'est la marine, elle intervient dans la lutte contre la piraterie, les trafics illicites, la sécurité civile, on sauve les gens tous les jours pratiquement, la défense maritime du territoire, la lutte anti-pollution, l'assistance aux navires, le sauvetage. Vous voyez la liste un petit peu? En fait, il y a plus de 15 missions qui sont dévolues à ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. On les rebalayera si vous voulez. Et l'action de l'État en mer, il est très fort. La particularité de la France, c'est qu'on est le seul pays où l'action de l'État en mer est dévolue à plusieurs administrations, mais coordonnée et pilotée par une seule, qui est la Marine nationale. C'est le seul pays au monde qui a cette organisation-là. Et en fait, c'est très puissant. Et on y viendra pourquoi, parce que c'est très puissant aussi sur cette notion d'hybridité. Évidemment, on fait de la dissuasion. Là aussi, il n'y a pas beaucoup d'États qui peuvent se vanter ou qui ont une arme nucléaire. En Europe, il n'y en a que 2. En Europe, j'inclus nos amis britanniques. Il n'y en a que 2. Et quand vous regardez l'état du monde, c'est pas beaucoup. Et alors nous, la marine porte la composante océanique avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et la composante aéroportée, parce qu'il y a aussi ça sur le porte-avions, avec les ASMP-A, les missiles nucléaires. On est là pour intervenir quand on n'a pas pu dissuader totalement, avec de la projection de force, du secours aux populations, de la projection de puissance. Et pour tout ça, il faut des forces et il faut des moyens. On va y venir. Des moyens qui, en fait, vont devoir rester déployés loin, longtemps, et en équipage, c'est les 3 mots-clés. Je vais revenir vite fait sur l'organisation. Pourquoi je vous dis qu'on a une organisation, en fait,
marine nationale qui est très robuste aujourd'hui, qui est unique au monde. C'est-à-dire que le fait qu'on soit à la fois responsable de l'action de l'État en mer de tous les jours, c'est-à-dire du trafic commercial, on est au cœur de cette responsabilité-là, sous l'égide non plus du ministère des Armées, mais sous l'égide du Premier ministre. Bien ça nous garantit en fait, et ça nous a poussé au sein de la marine à avoir deux choses. Un très haut niveau de subsidiarité, c'est-à-dire que nos commandants ont énormément de pouvoir par rapport à commandant d'unité sur zone. Il est très libre de son action. Étant très libre de son action, il peut exercer plus de responsabilités. Plus vous êtes libre, mieux vous exercez vos responsabilités. Et donc on responsabilise les gens et on les rend libres. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de commandements par objectif. Votre objectif c'est ça, débrouillez-vous. Ça c'est très puissant. Et c'est rare dans les marines du monde. Autre avantage, c'est que comme on s'occupe aussi bien du sauvetage en mer, avec les crosses qui sont coordonnées par les préfets maritimes, que du trafic commercial, que de la lutte contre la drogue, parce que en fait les saisies de drogue en mer, ce sont des opérations, certes, souvent parfois avec les douanes, mais c'est des opérations qui sont menées par la Marine nationale dans la réalité, ou coordonnées par la Marine nationale. Eh bien ça veut dire qu'on est du plus bas échelon de niveau jusqu'au plus haut. En fait, on est de l'emploi de la force. C'est les mêmes personnes qui sont en charge et qui voient tout. Et ça, c'est très puissant parce que quand c'est un acte qui n'est pas que innocent, avec un bateau qui rague avec son ancre un câble, eh bien, on a peut-être une meilleure idée que les autres nations de ce qui est faisable. Vous allez me dire peut-être qu'on est paranoïaque, mais en fait non. Les autres nations aujourd'hui nous envient cette capacité-là. Et ça, c'est lié à une décision très ancienne qui date de Napoléon Ier, avec la création des préfets maritimes. La particularité de la marine nationale, c'est que c'est bien plus qu'une armée de mer. Elle est marine nationale. Et donc elle a des rôles identiques à la gendarmerie nationale. Et elle a des préfets. Et le préfet maritime est un préfet en tant que tel. Et il dépend du Premier ministre. Et là, dans ce cadre-là, il ne dépend plus du ministre des Armées. Ça change complètement la donne. En fait, il est les deux. Et ça c'est vraiment très très puissant. Et ça nous garantit en effet contre l'hybridité. Ensuite, on a une autre force, c'est que comme on assure toutes ces missions en permanence, on a une image qui est plutôt très favorable avec des jeunes qui viennent. Donc, la marine aujourd'hui n'a pas trop de difficultés de recrutement. Elle a une RH et une organisation de ressources humaines qui est plutôt très moderne par rapport et qui est regardée par le civil parce qu'elle est en pointe dans la manière de gérer les hommes, avec du coup un moral très élevé, parce qu'on a des succès en opération, parce qu'on est très employé, avec une mentalité très combative. Parce que vous voyez, les gens ils tirent, tous les jours il se passe des trucs. Et donc ça entretient tout ça. Et ça c'est très puissant. Comme c'est un moteur extrêmement fort. Mais ça a des revers. C'est que c'est usant. Usant parce que être à fond tout le temps, c'est extrêmement excitant, mais c'est fatigant. Et donc il y a des sujets pour la marine et des enjeux et des défis qu'elle doit relever par son organisation et de par ce qu'elle est. D'abord, il faut se préparer à des opérations de plus en plus dures. Alors, d'un point de vue militaire, on a réellement senti la différence, elle a commencé à naître en 2008. Moi, en 2008, vous voyez, j'ai commencé à refaire des opérations de pistage de sous-marins russes. Et pourquoi ça a commencé en 2008 2008, si vous vous souvenez, je pense qu'il y a eu un petit bascule en Russie. À la fois parce que il y avait dans le monde occidental la crise des subprimes, qui a fait une récession de 30% des économies occidentales, et une hausse de 30% de l'économie chinoise. La Russie a mal supporté aussi la crise des subprimes, elle a été
impacté par ça, donc ça a un effet. Mais pire, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un revirement de situation et l'invasion de la Géorgie par la Russie. Et ça, c'était fondamental, je pense que pas grand monde a vu. Et ça a commencé à ce moment-là. Et depuis, ça ne cesse de croître. L'antagonisme s'accélère. Et donc, on le voit avec 2014 l'Ukraine, mais on le voit avec ce qui s'est passé en Syrie, puis de nouveau l'Ukraine en 2022. Et en fait, oui, on est en train de retomber dans un univers très, pas bipolaire, mais très, très peu sûr. Il est multipolaire, parce qu'on ne peut pas croire que la Chine soit exactement tout à fait alignée avec les Russes. C'est pas tout à fait le cas. Et l'Inde non plus. Et donc, en fait, et les BRICS, voilà, l'univers est devenu plus complexe. On avait un univers très simple, bipolaire, dans les années, jusqu'en 89, la chute du mur. Très dangereux, certes, nucléaire, etc., avec des discours, mais finalement très simple à lire en lecture. On est passé dans un univers où les opérations extérieures se sont multipliées, on a cru qu'il y avait des dividendes de la paix, etc., ce qui était en partie vrai, en partie seulement, parce que finalement, il n'y avait pas de gros conflits majeurs. Il y avait plein de problèmes, mais on éteignait feu à droite, feu à gauche. Alors il y a eu une augmentation avec le terrorisme, et là il y a un sujet, mais on en parlera différemment, parce que ce n'est pas un sujet de remise en cause immédiate, mais c'est un sujet de remise en cause sur le temps long de nos États, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Là, on revient avec des remises en cause immédiates, mais dans un contexte beaucoup plus multipolaire et beaucoup plus incertain et plus difficile à comprendre. Et donc, il faut se préparer à des opérations de plus en plus dures. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait plus de munitions, plus de résistance, plus de résilience. Tout en conservant un avantage par la technologie. Aujourd'hui, les marines occidentales restent des marines qui ont un niveau technologique supérieur aux autres. Même la marine chinoise, aujourd'hui, elle a encore, elle est plus grosse marine au monde, mais elle a encore des difficultés en termes de technologie, pas uniquement technologie, mais d'exploitation de ces technologies. Son problème, c'est un problème d'éducation, de formation, Quand vous ne faites jamais d'opération, vous ne savez pas les faire. Quand on en fait tout le temps, la marine française en fait tout le temps, on sait à peu près les faire. Et puis, un sujet, c'est comme ça use, le sujet RH, il faut quand même fidéliser et entretenir cette excellence qu'on a. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple non plus, parce que il faut laisser de la respiration, il faut pouvoir permettre à des gens de se reposer de temps en temps. Donc dans tout ça, évidemment, ça veut dire qu'on est en plein renouvellement capacitaire en ce moment. On est en train de changer beaucoup de choses dans la marine, des nouveaux bateaux, voilà. Avec des grosses questions, hein. La question du porte-avions de nouvelle génération, dont le chantier doit être lancé en 2026, avec la question de la permanence, parce que ça pèse à la France en fait, hein. Elle n'a son porte-avions que 65% du temps. Or, on voit que dans toutes les crises, ça a été un élément clé de la présence française. Donc, comment aller vers cette permanence, c'est des questions. C'est pas simple à répondre. Hein. Il y a des aspects RH, il y a des aspects. Enfin, c'est très compliqué. La prise en compte des drones de masse. Ça fait très longtemps qu'on a des drones dans la marine, hein, et on en utilise, etc. C'est pas nouveau le drone pour nous. Ce qui est nouveau, c'est le fait d'en avoir autant. Et ça, c'est le contexte ukrainien, mais c'est vraiment un sujet. Et donc, il faut voir comment on va le faire. Donc, on essaie, on fait plein d'entraînements anti-drones, on a des drones sur nos bateaux. Hein. Voilà. Aujourd'hui, vous ne les voyez pas ou peu, parce qu'on n'a pas trop médiatisé non plus. Il y a un sujet des nouveaux champs de conflictualité. C'est quoi les nouveaux champs de conflictualité? C'est le cyberespace, c'est le champ informationnel. Et donc on a des gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui sont très... on ne fait pas que de la défense informatique, quoi. Et un navire peut aussi faire de l'attaque.
c'est possible. Voilà, il y a plein de méthodes. Voilà, donc, c'est des choses un peu plus complexes, mais nos frères ont à leur bord des gens qui sont spécialistes de ça. Sur le porte-avions Charles de Gaulle, on a embarqué récemment tout un tas de calculateurs pour introduire de l'intelligence artificielle. Sur les SNLE, on a des horloges quantiques pour améliorer notre précision. Enfin, on fait des choses très très performantes. Voilà. Je ne peux pas tout dire ni vous donner toutes les c'est secret, mais voilà, on fait des choses comme ça. Et il y a un sujet, c'est la capacité industrielle pour nous. Parce que la désindustrialisation, elle a été réelle, hein, on la voit tous les jours. Alors dans le monde de la défense, moins qu'ailleurs, c'est l'un des rares endroits qui a été préservé justement parce que les armées françaises, du fait de la spécificité française, mais préservé partiellement, et la capacité de monter en puissance, est-ce qu'elle est là? Parce que c'est bien gentil d'avoir des chantiers, mais il faut de la RH aussi. Le nombre de soudeurs, c'est un sujet. Et quand on forme peu ou pas assez de techniciens, qu'on préfère former des gens qui vont à Bac+3 sans avoir de métier derrière, voilà, c'est un sujet. Un sujet pour la marine. Et elles sont saisies, donc elles développent des écoles. Donc on a fait des BTS, des Bac Pro, etc. Donc il y a des écoles marine nationale. Et c'est très important. On entretient beaucoup de liens avec les lycées agricoles. Ça peut vous paraître bizarre. Pourquoi les marines s'intéressent aux lycées agricoles? C'est parce que dans les lycées agricoles, on a des gens qui sont débrouillards et qui savent mettre en œuvre un diesel, etc. Et ça nous intéresse. Voilà. Alors, et évidemment, dans tout ça, il y a des objectifs RH qui sont ambitieux. Le premier, on n'a pas de difficulté de recrutement aujourd'hui, mais on sent qu'il y a un petit délitement en France, et donc ce délitement de la société, hein, d'une manière générale, qui est une société très un peu pare-brise feuilletée, il ne suffirait pas grand-chose pour que le pare-brise tombe, nous inquiète. Elle inquiète la défense d'une manière générale. Et on est convaincu qu'on doit participer au renforcement des forces morales. Parce que ce qui fait que l'Ukraine tient aujourd'hui, c'est pas le nombre de population qu'elle a par rapport à la Russie, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux en face. C'est même pas son économie, c'est deux choses. C'est l'aide occidentale, européenne, américaine, hein, c'est ça, et la résilience de sa nation, la résilience des gens à supporter qui s'en prennent plein la gueule, parce que c'est ça, hein, ils s'en prennent plein la gueule quand même. Hein. Et c'est ça qui les fait bien, c'est leur force morale. Et nous, on a un sujet, c'est le renforcement des forces morales de notre pays. Et ce sujet-là, il est pris à bras-le-corps par les armées, et on essaie de mener des actions pour ça. Et typiquement, les 400 ans de la Marine nationale, c'est pas anodin. C'est pas uniquement pour fêter et se faire. Je suis content des 400 ans. Super. C'est pas pour dire je suis meilleur, non, c'est pas du tout ça. C'est pour dire on est convaincu que les valeurs que propage la marine, les valeurs d'équipage, de profondeur intellectuelle, etc. Enfin, toutes ces valeurs-là d'échange doivent irriguer notre pays. Parce qu'on est convaincu qu'on est une nation maritime. Et en fêtant ou en invitant les Français à fêter les 400 ans de la Marine nationale, à fêter ce lien entre les territoires et la marine, parce que c'est ça le sujet des 400 ans, eh bien, on va fêter, on va développer les forces morales. On va mettre en place la petite graine qui va faire que ça pousse et que les gens commencent à penser différemment. C'est peut-être un vœu pieux, mais il n'empêche que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et donc il faut prendre son bâton de pèlerin et faire comme je le fais aujourd'hui, venir dire à Grenoble,
eh bien, battons-nous, travaillons ensemble et avançons. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Et donc, on va faire plein d'événements dans toute la France. Donc, je vous mettrai le programme tout à l'heure. Et il y en a un, entre autres, à Grenoble, qui aura lieu entre mi-mai et mi-juin, je n'ai pas la date exacte, pour fêter la marine, son lien avec la jeunesse et les territoires, ici. Aussi bien que, comme vous voyez, à Dijon, Chalon-sur-Saône, Troyes, Strasbourg. Enfin, on ne va pas aller dans les villes maritimes. Elles sont déjà convaincues, il n'y a pas besoin. Donc on va aller ailleurs. Voilà. Et on renforce les équipages. On a taillé dans le vide de nos équipages. Avant, sur une frégate, vous aviez 200, 350, 300 personnes. Aujourd'hui, vous avez à peine 120. Enfin, on est une frégate qui est bien plus performante et qui reste encore bien plus en mer. Donc ça pose des petits sujets. Donc il faut qu'on réaugmente la taille de nos équipages, qu'on les réétoffe. Parce que quand vous avez peu de monde, et que vous avez plein de spécialistes, si vous en perdez un, ben, vous n'êtes pas bien. Donc il faut augmenter notre résilience. Et l'une des manières aussi de l'augmenter, ben, c'est de remettre en place des réserves côtières, les flottilles de réserves côtières qu'on est en train de créer partout en France jusqu'en 2030. Donc il y en a déjà créé un petit peu partout. Donc, je vous ai mis le résumé ici, je vous laisse lire, je ne vais pas le commenter, enfin je ne lis pas mes planches, je déteste ça. Je pense que souvent ça vous permet de prendre du recul par ce que je vous dis. Voilà. Alors les 400 ans de la marine, oui, bah, on fait 400 ans, mais en fait on vient apporter ce que c'est que la marine au cours de ces 400 ans. On a identifié 4 périodes intéressantes qui illustrent bien ce qu'elle est. D'abord, la période de sa création, entre guillemets, c'est l'édit de Saint-Germain qui fait que Richelieu, en fait, prend l'ensemble des pouvoirs sous sa coupe. Il rassemble toutes les administrations, il rassemble toutes les marines. La marine de commerce, la marine des douanes, la marine de guerre, tout ça devient une marine unifiée. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avec l'action de l'État en mer. Ça commence à cette époque-là. Après, ça a changé, mais à cette époque-là, on a commencé ça. C'est une marine qui devient une marine d'État, une marine permanente. À l'époque, en 1625, la marine ne possède que... enfin, j'allais vous dire des bêtises. À la mort d'Henri IV, la marine possède 6 navires de premier rang. 6, c'est rien. Elle n'a pas de marine. Enfin, c'est normal, elle était tellement préoccupée par les guerres de religion qu'elle ne s'est pas du tout préoccupée de ce qui se passait à l'extérieur. On a 100 ans de retard sur la course vers les colonies. On commence 100 ans après tout le monde. C'est une réalité. Et quand Richelieu fait le siège de La Rochelle, il est obligé de louer des bateaux à d'autres nations. Et il doit qui? Aux Hollandais et aux Anglais, qui sont protestants, qui viennent prêter leurs bateaux pour assiéger d'autres protestants. C'est pour vous dire à quel point tout ça est... C'est pas qu'une guerre de religion en fait, c'est aussi une guerre économique, le siège de La Rochelle. C'est une guerre d'État. C'est l'imposition de l'État jacobin, central, sur l'État local, très décentralisé, voire pas d'État. C'était un peu ça. Donc on passe sous un commandement unifié, ça c'est des choses importantes pour nous. À partir entre 1766 et 1788-89, c'est la marine à la fois de Bougainville, les grands voyages, hein, voilà. Mais c'est aussi tout ce qui est marine qui passe à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que jusque-là, la marine, elle s'occupait plutôt des approches, Méditerranée occidentale, les approches Manche, mer du Nord, enfin voilà. À partir de cette époque-là, on va devenir une marine vraiment mondiale, avec des manœuvres aussi bien en océan Atlantique qu'en océan Indien, simultanées, pour gagner et faire chuter en fait l'Angleterre dans la guerre d'indépendance américaine. Et c'est la France qui apporte l'indépendance aux États-Unis en fait. Pas que avec Lafayette. D'ailleurs, Lafayette y est presque pour pas grand-chose, plutôt avec Rochambeau. C'est plus lui qu'il faudrait retenir comme nom. Lafayette, c'était un ambassadeur, c'était pas un général militaire. C'était un homme de communication.
C'est important la communication et c'est important les ambassadeurs, mais c'est pas lui qui a gagné la guerre. C'est l'amiral de Grasse, voilà, au siège de Yorktown, la bataille de la Chesapeake. D'ailleurs, on fait la bataille de la Chesapeake, aussi pour ses 400 ans, mais on la fait tous les ans. C'est le 5 septembre, c'est une grande fête dans la marine. Autre période très importante, c'est le changement. La marine est devenue très vite une marine d'innovation. Elle n'a jamais été la première marine au monde, très rarement. Mais par contre, elle a souvent été une marine très innovante pour compenser justement ce retard. Et c'est notamment le cas dans la période de 1848 à 1867. Les grandes inventions, la bascule, la marine a fait sa bascule vers le monde mécanique, on va dire, et vers la vapeur en moins de 20 ans. C'est très très faible pour une transition écologique. C'est extrêmement faible en durée. Et elle est en effet l'inventeur du premier cuirassé, du premier sous-marin, du premier dirigeable. Tout ça, ce sont des inventions françaises. Je pense que vous l'ignoriez, mais le premier sous-marin au monde à propulsion mécanique, on parle de mon roman là, et le premier, eh bien il est français. Et il a été créé en 1860 à Rochefort. C'est le premier sous-marin à propulsion mécanique au monde. C'est quand même pas rien. Le premier cuirassé, la gloire. Les premières batteries flottantes qui d'ailleurs nous permettent de gagner en Crimée, lors de la guerre de Crimée, de détruire la forteresse de Kinburn, qui pousse les Russes finalement à abandonner. Eh bien, c'est français. C'est d'ailleurs le premier programme en coopération fait avec les Britanniques. On fait les plans, on résout le problème technique et on construit de part et d'autre de la Manche le même bateau. La marine française est alliée avec la marine britannique depuis 1830. Première entente cordiale. Depuis, ça n'a pas changé. Il y a eu des petits problèmes, des écarts, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour autant, voilà. Toujours est-il qu'on a créé, pour faire ça, on va créer un label. Le label, il existe, il y a des événements qui sont labellisés. Et donc l'an prochain, si vous souhaitez, lors de vos cycles de conférences du Cercle Bayard, faire labelliser des sujets, des conférences, je vous en prie, n'hésitez pas, vous pouvez télécharger le label. Et puis, voilà. L'événement central pour vous, c'est l'événement jeunesse, territoire et jeunesse au large. Donc, il y aura un événement mai-juin à Grenoble. Voilà, ça c'est la carte justement que je vous montrais en tout petit mais en plus grand. Je vais passer. Et puis il y a des défis, d'autres défis. Parce que là on a parlé beaucoup de défis internes, franco-français, on se regardait le nombril. Mais en fait, le sujet il n'est pas franco-français, il est mondial. Il est mondial parce que la mer c'est partout. Et nous, l'un des gros défis, c'est de développer nos partenariats, parce qu'on n'en a pas forcément assez, parce que certains se délitent. Sans partenariat, vous avez beaucoup plus de mal à accéder aux différentes zones du monde. Parce que vous ne pouvez pas faire escale à vos bateaux, parce qu'on vous empêche de passer dans un détroit, parce que tout ça. Et puis sans partenariat, vous n'avez pas d'amis. Et quand le monde se fracture, quand les dangers augmentent, on est bien content d'avoir des amis. Des gens sur qui on peut un peu compter. Pas totalement. Il ne faut pas croire que tout le monde va venir tout de suite nous sauver. C'est évident. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'y va pas tout de suite. Il n'y a pas de changement là-dessus. Il n'empêche qu'il y a des gens sur qui on peut compter un peu plus que sur d'autres, c'est mieux. Et plus on en a de son côté, mieux on se porte. On ne résoudra pas tout seul. C'est impossible. Surtout dans un univers qui est aussi complexe que l'univers actuel. Et au-delà d'augmenter ses partenaires, en ayant confiance en eux, etc., il faut aussi augmenter leur niveau. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que quand vous discutez avec nos amis norvégiens, anglais, suédois, d'abord, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous,
mais ils ont aussi pas du tout le même niveau. La marine suédoise, elle s'occupe de la mer Baltique. Elle n'a pas une dimension mondiale comme la marine française. La marine norvégienne s'occupe un peu de son plateau, c'est l'Atlantique et l'Antarctique. Enfin, ils envoient un bateau de temps en temps, on nous en dire, tous les 4-5 ans. Ça n'a rien à voir. Et donc forcément, ils ne savent pas la même chose que nous, ils ne mesurent pas ce qu'on est en train de mesurer. Pire, ça là, ils sont nuls, mais ils sont mauvais. Ils ne comprennent même pas les principes que vous-même, vous avez acquis, parce que en fait, la France est entrée dans la dissuasion depuis la fin des années 50 et le début des années 60, et depuis, les Français sont tous acculturés à cet esprit dissuasion. Mais quand vous discutez avec un Allemand, ou avec un Suédois, ou avec... en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tous les enjeux. Et donc, ils vont dire des choses bizarres, comme, et même en France, des fois, hein, quand on parle de partager la dissuasion, on ne partage pas la dissuasion, on ne partage pas la décision. Une décision, ça ne se partage pas. Et d'ailleurs, même le président de la République n'avait pas l'idée de partager sa décision. Par contre, partager le fardeau que c'est, le financier, puis derrière, pour avoir la dissuasion, il faut avoir tout le reste en dessous. Maintenant, tout le reste, on peut peut-être admettre que certaines choses soient faites par d'autres. Parce que c'est compliqué, du moment que ce n'est pas des choses essentielles, mais qui vont apporter. Un raid nucléaire, c'est des ravitailleurs, il en faut beaucoup. C'est des avions qui accompagnent l'avion qui porte la bombe, ou les avions qui portent les bombes. C'est des missiles qu'on est capable pour détruire toutes les bases anti-aériennes qui arrivent. C'est des travaux sur de diversion. C'est énorme en fait ce qu'il faut pour faire, ne serait-ce que pour faire un raid. Faire payer ça ou faire en coopération tel truc ou machin, c'est peut-être acceptable. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas du tout la même chose. La dissuasion nucléaire, c'est un nombre impair de personnes qui décident, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est une personne qui décide, voilà, et c'est 3 personnes qui assurent le tir pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas un fou. Moi, j'ai été responsable de ça. Voilà, je recevais mes ordres directement du président de la République. La ligne est directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Et mon compte-rendu, c'est un compte-rendu manuscrit, quand je rentre de mission, une lettre. Voilà, j'ai fait ça, j'ai été là, hop, hop, et ça repose en 2 pages et une carte. C'est ça mon compte-rendu. Et quand il me dit partez et vous assurez la mission, j'assure la mission et je ne rends pas compte de l'endroit où je suis. Je me rends compte qu'à la fin, personne ne sait où on est. Enfin, sauf moi. Chacun son boulot. Et comme ça se passe bien. Et quand on regarde, oui, le monde qui connaît la dissuasion, il est là, un peu. Et là, hein. Et puis, tous ces gens-là, eux, c'est pas du tout pareil. Ils pratiquent la dissuasion différemment. Hein, Chine, Russie, mais Corée du Nord. La Corée du Sud aimerait bien s'en doter. Il faut que vous sachiez, hein, c'est un pays qui souhaite la prolifération. D'Iran, bien sûr. L'Inde, là, le Pakistan, Israël, là. L'Arabie Saoudite aimerait bien aussi. Parce que, en fait, la prolifération nucléaire, elle existe encore. Donc, il faut y faire attention. Et je reviens sur ce que je disais, ça c'est vraiment très spécifique à la France aussi. Et donc, ça nous permet de travailler sur toutes les échelles. Donc, on va de la dissuasion à le sauvetage en mer. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est l'esprit de 1626. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui.